Okay, good afternoon. Today for the variety part, I have invited Jean-Pierre Moulet, who is the director of the food and beverage at the Hotel Méridien. He's also an executive chef and he's French. He has traveled extensively abroad and he is going to tell us what he's doing right now, and he's going to explain to us a little bit about the business of being in the food and beverage. Donc je vais vous présenter Monsieur Jean-Pierre Moulet, qui est directeur à l'Hôtel Méridien dans la restauration, n'est-ce pas? Dans la restauration, oui. Donc bienvenue Monsieur Jean-Pierre Moulet. Merci. Je voulais tout d'abord, la première question qui m'est venue à l'idée, c'est de vous demander quelles sont les étapes par lesquelles vous avez dû passer avant de devenir directeur d'un grand restaurant ou d'un grand hôtel comme l'Hôtel Méridien? Les étapes, enfin il y a différentes étapes. J'ai suivi au départ une formation tout à fait classique et hôtelière. Disons que je suis passé par une école hôtelière française et, enfin, de Toulouse pour être plus précis. Et ensuite, bon, comme on apprend une petite partie de ce qu'on devrait savoir à l'école, j'ai continué ma formation par des stages en France, dans beaucoup d'établissements, des restaurants, des hôtels moins, puisque je me suis plutôt dirigé dès le départ vers le restaurant, la restauration indépendante. Oui. Et je suis arrivé aux États-Unis après ces stages, et j'ai commencé à travailler sur la côte Est pendant 2 ans, à Washington, toujours dans la restauration. Oui. Ensuite, vous avez peut-être eu votre propre restaurant, non? Non, pas. J'ai pas encore. Vous avez peut-être essayé? Non, il faut attendre. Je pense que pour être dans la restauration, il faut d'abord acquérir l'expérience et regarder un peu les autres. Travailler, et peut-être un jour, si on a vraiment c'est une lourde responsabilité d'avoir un restaurant. Oui, bien sûr, la plupart. Et c'est un travail très prenant, et il y a quelques choix à faire, surtout, enfin, du point de vue famille. Je pensais surtout à ça, puisque j'ai une famille, alors c'est très difficile de concilier les deux. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la plupart des restaurateurs à qui j'ai parlé m'ont dit que ça allait pendant un moment, mais après ils ont dû, disons, ou vendre leur restaurant, ou bien c'est un choix à faire. C'est une vie assez, oui, où on se cloue, disons, vous dévouez complètement au business, disons, vous êtes complètement marié. C'est une chose qu'on ne peut pas faire à moitié, on le fait complètement, ou alors on ne le fait pas du tout. Enfin, bon, c'est différent. Par exemple, au Méridien, j'ai quand même je ne travaille pas 24 heures par jour. Voilà, donc vous avez, disons, un horaire et vous n'êtes pas sous pression toute la journée. Aussi, il y a la question financière, donc peut-être qui ne vous tracasse pas autant que si vous étiez votre propre... Enfin, j'ai eu quand même des responsabilités au Méridien, même si ce n'est pas ma propre affaire. Vous avez des responsabilités. Vous avez raison, c'est une autre forme de responsabilité. Donc, finalement, après toute cette expérience, l'Hôtel Méridien, disons, a trouvé que... C'est-à-dire, j'ai passé avant le Méridien, j'ai passé 7 ou 8 ans en Californie. Avant, et je connais très bien sans vantardise, je connais les produits locaux, la façon de travailler des Américains, leur goût, et c'est pourquoi le Méridien a fait appel à mes services il y a 2 ans, alors que j'étais en France, où j'étais retourné un peu retrouver un peu l'air du pays, puisque évidemment, comme tous les Français qui sont immigrés, on est bien retourné chez soi de temps en temps. Oui, bien sûr. D'ailleurs, justement, quand on a parlé à M. Frédéric Tollard, il a parlé justement de ces différences d'attitude de la part des 2 pays. Étant donné que vous avez travaillé, disons, dans le restaurant et dans un hôtel, je voulais vous demander quelle est la différence. Oh, il y a une grosse différence. C'est comparer quelque chose, je ne sais pas, une souris à un éléphant ou quelque chose. C'est toute une organisation différente. Pour être simple,
le restaurant, si c'est votre propre restaurant ou si c'est vous travaillez dans un restaurant, vous faites à peu près tout vous-même. Vous faites vos commandes, vous allez chercher ce que vous avez besoin, vous réparez votre porte, vous êtes l'homme à tout faire. Voilà. Par contre, au Méridien, l'hôtel, vous déléguez. C'est très compartimenté. Vous avez des chefs de service, vous êtes obligé de déléguer puisque il y a du personnel. Il y a énormément de personnel. C'est un hôtel qui a 700 chambres avec 400 et quelques employés, donc c'est pas possible. En tant que personne, je peux pas être dans une chambre en train de tout faire, bien sûr. Non, mais justement, ça a l'air très intéressant. Est-ce que vous trouvez difficile de déléguer et de vouloir compter sur une personne? Est-ce que vous pensez que c'est difficile? Au départ, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que comme j'ai expliqué, j'avais cette expérience de restaurant seulement. Oui. Et j'ai eu du mal à laisser faire les autres gens parce que j'ai appris que les meilleures choses, sont faites par soi-même. Voilà, et c'était très difficile au départ. J'ai passé beaucoup d'heures, je me suis pas mal débattu. Et puis petit à petit, j'ai fini par. C'était pas tellement un choix, c'était une évidence. J'aurais pas pu tenir en essayant de tout faire moi-même. Est-ce que c'est difficile de trouver du personnel sur lequel vous pouvez bien compter? C'est-à-dire, vous pouvez faire confiance, disons 90% du. Non, on a une très bonne équipe. C'est le plus important. Si on parle cuisine, on a une très très bonne équipe, très solide, et on a la chance justement d'être une chaîne internationale. Donc si on a besoin si moi par exemple j'ai besoin d'un chef ou d'un chef pâtissier, je téléphone au siège ou je téléphone dans un autre hôtel. Et vous l'envoie. Et en général, on a toujours quelqu'un sous la main. C'est l'avantage des grandes chaînes. Ça m'est arrivé de téléphoner à Paris en disant j'ai besoin d'un chef 2 semaines après. Vous l'envoie. Voilà. C'est très bien. Avec des qualifications très spécifiques, c'est l'avantage peut-être. C'est la différence entre aussi l'hôtel-restaurant. On a beaucoup plus de moyens et de pouvoir. Étant donné que vous avez travaillé en France et aux États-Unis, je voulais vous demander quelle est la différence entre un chef en France et un chef aux États-Unis. Je pense que ça intéresserait sur tous les gens qui veulent faire une différence entre ces deux. Il y a une différence, il y en a de moins en moins, mais il y en a une à mon avis, une très grosse différence. C'est que le chef américain c'est un peu une passion, c'est quelque chose qui découvre, je dirais pas ça un hobby, mais enfin il aime ce qu'il fait. Oui. Je ne dis pas que le chef français n'aime pas ce qu'il fait, mais disons... On lui a déjà tout appris c'est très professionnel, je veux dire, il ne fait pas autant d'expériments, non, c'est ça? C'est une profession pour un Français. On est chef, on est cuisinier, c'est une profession. Aux États-Unis, c'est une vocation. Évidemment, c'est un peu général, c'est un peu simple comme explication. Par exemple, vous, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Moi, j'aime ce que. Bon, j'ai une formation hôtelière au départ, et j'aime ce que je fais, mais bien sûr, disons que ça peut être une exception. Les chefs français, bien sûr, aiment aussi ce qu'ils font. Je veux dire, mais c'est aussi pour ça, pour montrer la différence chez les Américains, plus spécifiquement en Californie. Beaucoup de chefs américains que je connais à San Francisco sont venus à la restauration, sont venus à la cuisine d'une toute différente façon. Enfin, ils n'ont pas une formation de cuisine au départ, et c'est des gens qui ont découvert la cuisine plus tard, et disons par les livres, par goût, enfin par vocation. D'accord, donc c'est plutôt un job training que d'aller dans une école spécialisée pour devenir. Je pense que c'est très bien les Américains, il faut toujours, quand on fait quelque chose, il faut le faire si on l'aime. D'accord, oui, d'ailleurs, même dans les écoles, c'est ce qu'on dit, il faut laisser les enfants faire ce qu'ils aiment. C'est ce côté américain qui est très, très, très positif, et ça donne des très bons résultats dans les cuisines
américaines en général, puisqu'on trouve, ils se créent moins de limites, ils se créent, et il y a beaucoup plus de création. D'accord. Vous pensez peut-être que les Français ont moins de Non, on a toujours, bien sûr, on a toujours des grands chefs en France qui ont toujours, des idées et en plus des bonnes bases, des bases classiques, puisque pour avoir ces idées, enfin, il faut quand même avoir les bases pour pouvoir les exécuter. Mais les chefs français ont toujours des bonnes idées. Et je crois qu'ils auront les meilleures idées encore pour quelques années. Les Français sont les meilleurs cuisiniers. Enfin, bien que toute la génération de chefs américains qui arrivent... de France, non? Non, qui ont été faire un peu de training en France ou soit ici, sont des gens très intéressants et dont on parlera certainement beaucoup dans les prochaines années. Enfin, j'espère pour eux parce que c'est quand même la cuisine aux États-Unis, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau qui n'existait pas. Enfin, moi quand je suis arrivé il y a 10 ans, on mangeait n'importe quoi. L'Américain n'était pas habitué, si vous voulez, à avoir 3 repas par jour chez lui. Bon, je ne sais pas si ça a changé maintenant. Ça n'a pas tellement changé, il mange une fois par jour. Voilà, aussi. Mais les produits sont nettement plus intéressants. Ils ont fait une recherche, pour améliorer, disons, leur menu, c'est ça? Bien sûr, ils ont compris que finalement, pourquoi aller chercher des produits français alors que ils avaient tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient besoin sous la main. Je pense au fromage, au vin, tout ce que... Les produits importés de France. Donc il y a quand même un grand... développement des chefs américains aux États-Unis. Et je pense, il y a beaucoup des mariages où chefs américains, chefs français sont des fois très heureux, puisque je pense que c'est quand même ils sont complémentaires et le chef français pourra apporter l'appui technique, la bonne base, et le chef américain, un peu la folie californienne, si vous voulez, j'en sais rien, on peut appeler ça la touche de créatif. Oui, créative. Aussi, une autre question tout à fait sur ce niveau, c'est quelle est la différence entre un chef et un cuisinier? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez une différence et est-ce qu'il faut plus de formation ou bien tout dépend du restaurant? La différence entre un chef et un cuisinier, un chef, disons... Un chef est forcément un cuisinier. Un cuisinier n'est pas forcément un chef. C'est-à-dire que vous êtes cuisinier, je connais de très bons cuisiniers qui sont pas assez chefs, enfin qui ont soit ouvert leur propre restaurant, soit ont pris des responsabilités, et c'est pas obligatoirement une réussite dans tous les cas. Je pense que le chef doit avoir d'autres talents, d'autres envergures qu'un cuisinier, c'est-à-dire bien sûr il doit savoir, disons, faire une belle pièce montée. Par contre, un cuisinier, il peut simplement cuisiner, disons, le repas du midi. C'est plus que c'est-à-dire un cuisinier, un chef, c'est comme un chef d'orchestre. Il a un chef, il commande des cuisiniers. Voilà, il a ce qu'on appelle une équipe, c'est une brigade en jargon de. Disons, donc il faut quand même plus élevé. Il faut qu'il soit capable de manier les gens. Il faut quand même qu'il ait certaines qualités autres que les qualités, que d'être un bon professionnel. Et c'est très important puisque un bon chef doit pouvoir, comme un bon chef d'orchestre, diriger n'importe quelle cuisine, que ce soit la sienne ou celle des autres. C'est-à-dire que nous on fait beaucoup de dîners avec des chefs de France qui sont de 3 étoiles. Qui dirigent. Et ces gens, bien sûr, ne viennent pas avec toute leur équipe, viennent dans notre cuisine et dirigent et arrivent à très bien faire, à recréer leur cuisine avec une autre équipe. Donc c'est quand même une qualité, si vous voulez, que tous les cuisiniers n'ont pas. Mais enfin, est-ce qu'au Méridien, vous vous occupez un peu de la formation de certains de ces cuisiniers? Bien sûr, oui. Il y a un programme de formation qui est décidé au début de l'année et j'envoie régulièrement les cuisiniers, les chefs en France faire un stage d'1 semaine, de 2 semaines
Mais pas ce n'est pas vous personnellement qui donnez le cours, n'est-ce pas? Non. Vous vous occupez, je les envoie dans des grands hôtels, dans des grands restaurants, où ils sont, où on leur, où vraiment des grands professionnels se chargent de leur formation. Eh bien, étant donné que vous êtes dans le business, je vous ai demandé si vous pouvez nous préparer quelque chose vite, c'est-à-dire pas trop compliqué. Oui, sans brigade. Sans brigade, voilà, exactement. Et sans cuisinier pour vous aider. Sans cuisinier, oui, ça c'est... Et sans chef. C'est très dur aussi, oui. Et sans chef, et je vais donc, nous allons donc passer à la table pour vous montrer une recette. D'accord. Donc, on passe là. On va... Ce que j'ai amené aujourd'hui, c'est une recette qu'on fait au restaurant, que le chef Sébastien sert au déjeuner, oui. Qui est quelque chose de très simple à préparer. Qui est très simple à préparer, bien sûr. Je lui ai demandé de préparer un petit peu à l'avance quelques ingrédients, puisque ça demande du temps et c'est une roulade de saumon. Oui. Est-ce que ça s'achète comme ça ou bien il faut préparer à l'avance? Alors, on prépare, si vous voulez, une petite... le procédé, c'est comme une espèce de roulette, une paupiette, on prépare une espèce de rillette avec du saumon. Farce, peut-être. Une farce, oui. Avec du saumon poché, oui. Qu'on écrase à la fourchette, un petit peu de saumon fumé, qu'on mélange avec une graisse de canard. C'est un peu le procédé du confit. Oui. Et est-ce qu'elle est très riche comme... Alors c'est quand même assez riche, c'est quand même, donc on sert ça avec une petite salade et une sauce de tomate. Alors la façon, Non, mais ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous achetez le saumon, c'est du saumon? Alors on achète le saumon fumé. C'est-à-dire tel quel? On l'achète, soit on le fait nous-mêmes. Fumé vous-même? Oui, pour cette recette, je conseille d'acheter du saumon fumé, soit en tranche, comme ça vous évite d'avoir à le trancher, parce que oui. c'est une petite opération qui n'est peut-être pas très facile pour des gens qui n'ont soit pas le matériel, soit qui ne sont pas très initiés. À couper. Voilà. Et alors, ce que vous faites, je vais essayer de faire ça le plus proprement possible, oui. Puisque vous faites une petite tranche de saumon, disons plusieurs. Je vais mettre dans une assiette. Voilà. Elles sont assez fines finalement. Le plus fin possible. Ah bon, bien sûr, c'est pas toujours possible. Ça dépend. Il y a beaucoup de différences entre les saumons fumés. Il y en a des plus, il y en a qui sont plus secs, plus moelleux. Donc c'est en général le genre de couteau que vous utilisez? Ah oui, alors ça c'est un couteau peut-être que tout le monde n'a pas à la maison. C'est très aiguisé, n'est-ce pas? C'est très aiguisé, c'est flexible aussi pour pouvoir permettre justement ce mouvement de scie et qui est absolument nécessaire pour pouvoir faire une tranche le plus fine possible. Ce que vous essayez de faire, c'est de mettre quelques tranches. Là, je vais avoir un petit problème puisque j'ai une petite assiette. Ensuite, cette farce. Alors, elle contient quoi à nouveau? Alors, un petit peu de saumon fumé. Donc, ça contient du saumon lui-même. Du saumon fumé, oui. Oui. Et du saumon poché qui est écrasé à la fourchette et qui est mélangé avec un petit peu d'ail et un peu de graisse de canard pour lier un peu tout ça. C'est le principe de la rillette. Sel et poivre, n'est-ce pas? Sel et poivre, bien sûr, un peu d'épices, voilà. Alors je vais, bien sûr, je vais vous montrer que ce qui devrait être fait et que ce que vous faites une petite roulade avec toute votre, avec votre saumon comme ça. Voilà. Ensuite, pour pouvoir le couper, vous le mettez au frigo quelques heures et quand c'est bien pris, cette farce sera un peu plus dure, si vous voulez, puisque là elle est assez, disons... puisque la graisse se solidifie un peu au frigo, sera un peu plus ferme. Et à ce moment-là, ce que vous faites,
vous coupez votre roulade en petits médaillons que vous allez, je vais enlever ça, que vous allez disposer dans une assiette avec, ça c'est une petite purée de tomates. Oui, avec du persil, on dirait. Tout simple, un peu d'aneth bon, et un peu d'huile d'olive. Oui. C'est très simple à faire. Si vous avez une machine à la maison, là vous enlevez la peau de tomate oui. et vous mettez ça dans votre Donc machine. vous conseillez des tomates fraîches. Des tomates fraîches bien sûr, oui. Sel, poivre et un peu d'huile d'olive et de l'aneth. De l'aneth, ok. Et vous mettez ça au fond de votre assiette. Oui. Voilà. Et ensuite vous disposez ça comme, c'est évidemment vous faites. Il y a plusieurs, on peut faire de différentes façons. Mais vous disposez votre saumon sur la sauce tomate. Et on dirait qu'il y a aussi un peu de je vois dans la farce, bien sûr, ouais, on peut adapter, on peut changer, vous pouvez mettre des herbes, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. C'est selon la cuisine, c'est très, il n'y a pas de règle fixe si vous voulez. D'accord. Et est-ce que c'est un plat qui vous plaît? Ah bien sûr, oui, je pense que c'est un plat, par exemple, qui est très intéressant, très frais pour un plat d'été. Et en général, je l'aime bien avec une petite salade verte. D'accord. Et vous le servez froid? Et on le sert très froid pour que ça soit bien rafraîchissant. Donc c'est presque un hors-d'œuvre. C'est avant de commencer on le sert au restaurant comme hors d'œuvre et comme avant de commencer ou avant de prendre votre repas. Ça a l'air très appétissant. Voilà. C'est bien présenté. Vous pouvez, bien sûr, il y a beaucoup de variations. Vous pouvez utiliser du caviar si vous voulez dessus. Donc finalement, ce n'est simplement qu'acheter du saumon, puis le faire empâter, voilà. Et puis ajouter, disons, quelques ingrédients. Est-ce que certaines recettes du Méridien sont publiées quelque part? Elles ne sont pas publiées à l'heure actuelle, mais nous travaillons sur un livre, le siège, si vous voulez, Paris travaille sur un livre en ce moment. Ou quelques recettes font peut-être être... Où chaque propriété, chaque méridien dans le monde, c'est-à-dire une cinquantaine, ont envoyé 10 recettes chacun. Oui. Et je pense que prochainement, certainement dans l'année qui vient, on verra un livre des recettes du Méridien. Enfin, les recettes ne sont pas secrètes. Non, ce qu'on a fait, c'est on a pris 5 recettes locales et 5 recettes internationales plus françaises. Donc il y aura puisque chaque méridien travaille est une représentation française à travers le monde. Oui. Les recettes seront françaises bien sûr, mais dans chaque pays, par exemple, il y a une variation. Il y aura des françaises, des recettes chinoises, japonaises. Ah bon, vous êtes aussi en Chine? En Chine, je crois qu'il y a quelques propriétés qui vont s'ouvrir et c'est un peu partout. Et pour finir, je voudrais vous demander quelle est votre recette favorite? Ma recette favorite, je crois que c'est des choses très simples comme des fruits de mer, des huîtres par exemple, avec une petite tartine de pain de seigle et du beurre avec un jus de citron. Je crois que c'est quelque chose de simple et de très sain. Vous savez, quand vous travaillez dans les cuisines... ça vous coupe un peu l'appétit de votre... Oui, non, mais vous finissez par manger très simplement. Et beaucoup de chefs font des repas avec simplement des salades et des choses tout à fait le contraire à peu près de ce qu'ils cuisinent. Donc, d'accord. C'est assez intéressant. Oui, ça a l'air très intéressant. Je voulais vous demander, est-ce que si quelqu'un qui regarde ce programme voudrait manger au Méridien, est-ce que c'est possible de manger au Méridien sans habiter à l'hôtel, sans réserver une chambre? Bien sûr, nous avons le restaurant, les restaurants sont ouverts au public. Tous les jours? Tous les jours, sauf le dimanche où nous avons 2 restaurants, une brasserie qui est ouverte 24 heures sur 24, toute la journée, même le dimanche, et un restaurant gourmet, c'est le Pierre, qui est ouvert du lundi au samedi. Et, donc vous êtes aussi en charge de Pierre? Bien sûr. Oui. Ah d'accord. Donc ce sera pour le soir, n'est-ce pas, le Pierre? Le soir, c'est le déjeuner aussi, bien sûr, pour tous les hommes d'affaires qui sont dans le quartier aussi. Bon, écoutez, j'ai vraiment aimé discuter avec vous et surtout apprendre toutes ces choses à propos de la restauration. J'espère qu'une fois on vous invitera et qu'on fera peut-être quelque chose d'autre. J'espère, je souhaite. Et merci beaucoup d'être venu, surtout, ça m'a fait vraiment plaisir.
Merci. Au revoir. Donc, voilà, c'est là. J'espère que j'ai pas été-